Preview. Bienvenue Rennes. Wouh. Preview. Merci, merci. Super, merci beaucoup. Bon, merci pour cet accueil, mais on va se calmer. Hein. On est là pour donner une conférence, donc merci pour votre engouement, mais voilà, redescendons. On est là pour vous parler de facilitation au spectacle. On va commencer par... Pardon. Je transpire. Non, je vais mettre la slide des sponsors. Oui, d'accord. Elle y est pas? Non. Ah, voilà. Ok, super. Du coup, on commence par remercier nos sponsors. Donc voilà, merci à Gilles Touraine de nous recevoir et à Concerto de nous accompagner. Et puis, je vais commencer par nous présenter aussi. Alors moi, je suis Camille Cousin et c'est Marie-André Jolibois. On est agiliste chez Concerto et on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi chez Bedrock, un client lyonnais qui fait du streaming vidéo. Et puis, on a du coup travaillé pendant un an ensemble et on était facilitatrice chez Bedrock. Alors, on a travaillé sur toutes sortes d'ateliers ensemble, des rétrospectives, des ateliers sur la definition of done, des ateliers sur les estimations, les indicateurs, les objectifs de sprint. On a tout parcouru, on a tout fait. J'en passe des vertes et des pas mûres. Et puis, évoluant dans le contexte de Bedrock, on accompagnait une quarantaine d'équipes de développeurs. Et du coup, on avait sans cesse le besoin de se renouveler, de répondre aux attentes du public, enfin, je veux dire des collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à designer des ateliers avec des rétros thématisés, avec demander aux participants de choisir un cocktail pour définir leur sprint. On a fait des time capsules, on a même brûlé des post-it pour symboliser l'automne et du coup le passé qu'on laissait derrière nous. Donc vraiment, on a fait beaucoup de choses différentes et puis on est allé un peu toujours plus loin parce qu'on avait toujours cette envie de faire mieux, de faire plus waouh, plus magique que les fois précédentes, jusqu'à ce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça déjà. Alors, on ne va pas répondre à cette question tout de suite et on ne va pas vous dévoiler le plan de notre conférence parce qu'on va jongler entre des échanges avec vous, de l'analyse, de la mise en pratique et des retours d'expérience. Donc notre contenu il va être un peu flexible en fonction de ce que vous allez nous dire. On va faire des pauses pour rembobiner, on va vous dévoiler les coulisses de notre conférence et l'idée c'est de vous immerger, de faire une conférence immersive dans le but de vous refléter notre cheminement de pensée. Alors pour démarrer cette conférence, on a imaginé 3 options possibles. Du coup je vais faire appel à un volontaire pour venir piocher une carte qui pourra permettre... Donc j'appelle un volontaire, une main innocente. Ah oui, bonjour. Je t'en prie, viens piocher une carte. Alors quelle couleur tu choisis parmi ces pop-corn? Très bien. Est-ce que tu peux nous lire l'option qui est révélée derrière ce pop-corn? Répondre à des questions. Ok, donc c'est l'option qui va nous permettre de démarrer cette conférence. Merci beaucoup. Alors, répondre à des questions. Alors affichons les questions, très bien. Du coup, ces questions, qu'est-ce que c'est? Alors, que vous inspire le titre de notre conférence? Quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, à part des papillotes? Servez-vous, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en venant? À quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez trouver, découvrir ou peut-être réviser? Et puis, pour vous, c'est quoi la définition de la facilitation spectacle? Est-ce que vous avez une idée de réponse à ces questions? Non? Vous mangez, j'aurais pas dû lancer ça. Vous avez la bouche pleine. Alors, c'est quoi pour vous la facilitation spectacle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Dynamisme, ouais. Quoi d'autre? Trop d'artifice. Yes. Oui, en effet, c'est dans le titre de notre conf, donc c'est bien. Carrément. Autre chose? Sortir du cadre. Carrément. Ah ouais, en mettre plein les yeux, les paillettes, tout ça, ouais. C'est aussi un peu ce que nous, on se dit. Pour nous, la facilitation spectacle, c'est quand on bascule dans un show ou du contenu extravagant et qu'on perd l'essence du fond. On codifie les ateliers avec des éléments du spectacle, du coup du jeu, de la surprise, de l'effet waouh, des cadeaux même, on peut faire ça. Mais tout ça, ça a un impact sur les ateliers.
Nous, les impacts dont on voulait vous parler, c'est vraiment basé sur notre ressenti et l'expérience qu'on a pu avoir. Déjà, il y a une première chose, c'est une injonction qui est hyper forte. On se dit qu'à chaque fois qu'on est dans une posture où on va devenir faciliter un atelier, il faut qu'on soit au top de notre créativité. Et du coup, on a appelé ça un peu l'injonction à envoyer des confettis. Ça génère quoi ? Des fois, on a un peu ce syndrome de page blanche, on est obligé d'aller toujours plus loin. L'impact concret sur le quotidien, c'est qu'on va se retrouver à passer 80% du temps sur la forme, le jeu qu'on y met, et finalement, le fond, on va y passer que 20%. On tire, nous, 2 conclusions qu'on vous partage. La première, c'est une interrogation. Quelle est la valeur du facilitateur ou de la facilitatrice dans ce cadre-là ? Est-ce qu'on est là juste pour animer ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Donc, nous, on s'est posé cette question. Enfin, on peut s'interroger aussi sur le message qu'on transmet aux équipes. Je vous donne un cas très concret. Des équipes qui veulent travailler sur leur autonomie, on peut très bien leur dire, écoutez, par exemple, venez travailler votre rituel seul en autonomie. Quelle est la première chose que les gens vont faire ? Vous tapez sur Internet rétro, vous trouvez quoi ? Rétro Star Wars, rétro tel thème, etc., etc., etc. Il n'y a que de la thématisation. Est-ce que ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est finalement, venez avec un thème, ou est-ce qu'on a envie qu'ils s'interrogent vraiment sur pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ? Et donc nous, finalement, on s'interroge sur tout ça et pour trouver un petit peu notre équilibre. Pour que ce soit plus concret, on va vous raconter une belle petite histoire qui s'appelle la rétro de Noël. Alors là, on va faire une immersion incroyable. Voilà, on se met dans le thème. On a vraiment mis ces déguisements pour la rétro de Noël, c'est pour ça qu'on vous le met. Je donne un peu de contexte, je te laisserai compléter, Camille. L'acte 1, l'excitation. Nous sommes, du coup, il y a 1 an, et avec Camille, du coup, on faisait partie d'une communauté de pratique agile, et dans ce cadre-là, tous les mois, il y avait ce qu'ils appelaient un Agile Day, et dans ce cadre, il y avait une rétrospective organisée donc, entre des facilitateurs et coachs agiles. Je me retrouve en duo avec Camille, et on doit animer la prochaine journée, et ça tombe pendant la période de Noël. Du coup, on a l'occasion de travailler en binôme, on est hyper excités, le thème nous parle à fond, du coup, c'est l'excitation, c'est ça le titre. Comme je disais, c'est Noël, donc on se dit, ok, banco, on va faire ça, ça va être fou. Du coup, un thème, 1000 idées, parce que vraiment, on a tout mis dans cette journée. On a fait un Secret Santa, donc, je vous rappelle que le contexte, c'était faire une rétro entre agilistes. On a fait un Secret Santa, on a écrit des messages de gratitude, puisque c'était la fin de l'année, on a décoré un petit sapin, on a fait une time capsule. On était déguisés, on avait des chapeaux, mais on avait aussi des pulls de Noël. Enfin, vraiment, on a mis le paquet. Playlist de Noël, crackers, vraiment, on était à fond. On n'a pas eu de limite. Conséquence, ça devait durer 2 heures. On a dit, prenons la matinée, ça va être incroyable. Donc, vraiment, c'était la fête, quoi. Pour le cœur de la rétro, du coup, là, ce qu'on s'est dit avec Camille, il nous faut un thème. Donc, pareil, on continue à réfléchir et on s'est dit, très bien, on va faire un thème sur un repas de Noël. Et donc, on a choisi de faire ça avec un peu des archétypes protagonistes qui étaient typiques d'un repas de Noël, typiquement le tonton raciste, ce genre de trucs, qui nous permettaient en fait de venir exprimer comment on avait vécu l'année, en l'occurrence, avec un certain mode. Mais on va vous faire un exemple pour que vous voyez. Un peu sous le format du loup-garou, qui est un jeu de société assez connu et qui est repris en format de rétro, ça existe. Nous, on s'est dit, voilà, loup-garou, c'est pas un village, là, cette histoire, c'est un repas de famille. Et du coup, on a différents personnages. Alors, si je vous prends la sœur végane milito-engagée, du coup, l'idée qu'on voulait que prennent les participants, c'était « Elle refuse le foie gras en te montrant des photos des oies et elle milite pour de nouvelles choses, le renouveau et le monde d'après. Pendant ce repas, elle souhaite pour l'avenir que... » Du coup, l'idée avec cette carte qui était piochée, c'était d'essayer de se projeter et de prendre cette posture de j'essaie de proposer des idées d'amélioration. Donc, on retrouve les codes de la rétro, mais on met une surcouche vraiment énorme de repas de Noël, on va chercher des clichés. Comme ça, on a, je crois, 7 personnages, et puis on a des cartes comme ça où les gens piochent. Vraiment, les cartes sont plastifiées, c'est hyper poussé. On se remet 1 an avant, donc là, avec Camille, on était en mode « Ah là là, ça va être trop bien, c'est la veille, on a trop hâte ». Enfin, je ne sais pas si vous aussi par rapport à ce qu'on vous a donné, mais vraiment, on était en mode « Ça va être incroyable ». Et comment ça s'est cassé, Camille ? Raconte-nous. En vrai, je me rappelle pas. Je me rappelle de tout ça, de ce qu'on vous dit, des costumes et tout. Par contre, de ce qu'on s'est dit, mais vraiment le fond, encore une fois, c'était une rétro, c'était la fin de l'année, c'était l'occasion de se dire des choses, d'essayer de projeter. 0 souvenir, je me souviens juste que je me suis bien marrée. Mais c'est tout.
Et en fait, voilà, c'est ça un peu le message qu'on veut donner. Ce que j'ai pas raconté aussi dans ce qui s'est passé, c'est que le fait de créer un jeu avec des rôles, on a complètement loupé le truc. C'est parti en jeu de société, les gens ont incarné le personnage, on était en jeu de rôle à fond, perte absolue. Du coup, oui, tu voulais on a perdu le fond parce que on s'est fait piéger, prendre à notre propre jeu. Les gens sont allés, on avait des cartes, on a vraiment donné tout le contexte pour que les gens tombent dans le piège, mais on y est tombé nous-mêmes. Yes. Et du coup, en fait, ce qu'on retient de tout ça, c'est ce que Camille a dit, en fait, si on reprend un peu les thématiques du début, c'est qu'en injonction, on vous l'a dit, on était hyper excités, on était toutes les deux, on voulait tout envoyer, on sentait qu'il fallait tout réussir et qu'il fallait que ce soit hyper créatif, et c'est vers ça qu'on nous poussait. Sur le temps passé, clairement, énormément de temps sur la préparation et sur un peu la festivité autour de tout ça. Et on se repose les deux mêmes questions. La valeur, on ne se rappelle pas du tout du contenu, donc très bien, on a passé un bon moment, certes, mais on ne se rappelle pas du tout ce qu'on s'est dit. Et également, là, le message, notre forme a desservi notre fond et on a perdu le sens de notre instance. Basé sur tout ça, basé sur ce que aussi vous nous avez partagé au début, sur ce que vous imaginez sur la facilitation spectacle, nous on vous propose de passer un moment ensemble pour essayer de répondre à deux questions. La première question, c'est de se poser la question de finalement comment pourrions-nous créer des ateliers engageants mais de façon pérenne. Donc comment on trouve cet équilibre? Et enfin, la deuxième question qui se pose en sous-jacente, c'est de se dire, est-ce que la facilitation spectacle, c'est une limite ou bien c'est un outil puissant du facilitateur et de la facilitatrice? Pour répondre à ça, on va suivre un peu un chemin exploratoire. C'est-à-dire que la première partie, nous, on va se questionner sur plein de pistes pour y répondre et on va réfléchir à la notion d'engagement. La notion d'engagement qui était citée dans les questions. Et donc, pour faire ça, avec Camille, on s'est demandé, est-ce que la gamification, concept qu'on entend beaucoup, est-ce que ça nous aide et comment c'est lié à cet engagement-là? Gamification, très rapidement, c'est reprendre des mécaniques du jeu dans un contexte plus professionnel. Si je fais des parallèles, là, vous avez quelques exemples. C'est venir mettre des barres de progression, venir mettre des récompenses. C'est vraiment utiliser du mécanisme. Nous, on veut vous le présenter selon un premier prisme. À chaque fois qu'on fait quelque chose, pour qui on le fait aussi? Quelle est notre cible dans ce cadre? Donc là, je fais un petit disclaimer, je ne vais pas venir profiler les personnes ou autres, ce n'est pas le cadre. En revanche, en gamification, ça a été documenté, c'est illustré qu'en fait, on a un mécanisme en nous qui va plus ou moins fonctionner. Et c'est important de se poser cette question quand on vient livrer un atelier également à une équipe. Par exemple, le premier type de profil que vous pouvez avoir en face, et évidemment ils peuvent être complémentaires, on peut venir jouer sur la notion du killer. Lui, c'est une personne qui a besoin de gagner en fait quand il va être dans une situation. Donc typiquement, si vous voulez venir activer ce mécanisme-là, l'idée c'est de venir faire de la compétition, du classement, il y a un premier, un deuxième, et ça peut bouger, et du coup ça va très bien marcher pour cette personne. L'autre profil que vous pouvez trouver, c'est la personne qui a besoin d'accomplissement. Donc là, ça va être de la barre de progression, la notion de réussite. Et son besoin à lui, c'est de ne pas avoir de sensation d'échec. Je vous fais un petit retour. Parfois, dans l'utilisation des jeux sérieux, etc., vu qu'il y a quand même cette notion de on joue pour essayer de comprendre quelque chose qui n'était pas forcément inné au début, moi, ça m'est arrivé d'avoir des participantes qui se disent « mince, j'ai eu l'impression de ne pas avoir compris, je me sens un peu nulle et autres. » Dans ce cas-là, il faut vraiment faire super attention au cadre qu'on vient mettre, qu'on oublie un petit peu. Mais c'est super important de sécuriser aussi les personnes, surtout pour des personnes qui vont être dans ce profil-là. Il y a les personnes qui vont être plus sur le social, ou alors dans le mood du moment, plus sur le social. Donc là, c'est l'interaction qui va fonctionner. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec vous au début, c'est ça. On fait venir quelqu'un, avec le popcorn que Camille a fait jouer. On vous interroge, donc on essaye de créer du lien avec vous. Et enfin, autre profilage qu'on peut trouver, c'est la personne qui va avoir besoin d'explorer. Quand vous avez ça dans un atelier, comment vous jouez ça? En fait, typiquement, ça peut être de vraiment leur faire prendre les rênes du déroulé. Donc, ce qui marche bien, c'est de dire, soit vous avez cette option, celle-ci ou celle-ci. 3 options marchent mieux généralement. Et vous les aidez, en fait, en leur disant, vas-y, qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi? Du coup, elles se sentent beaucoup plus libres, avec des règles beaucoup plus souples, et ça va les engager. Donc là, je parlais principalement des différentes cibles que vous allez avoir. Comment on lie ça avec la motivation? Là, encore une fois, il faut vraiment imaginer que la motivation, c'est un mécanisme qui va être graduel, avec vraiment des étapes, et on passe par toutes les étapes. La première, c'est la motivation. Vous n'avez pas envie d'être là.
Ensuite, vous avez un petit peu de la régulation qui est externe. Donc ça, c'est des personnes qui viennent, je viens parce qu'il faut que, ou parce que mon équipe vient, je viens, mais clairement, je n'ai pas non plus envie d'être là. Et enfin, quand on passe dans un cercle un petit peu plus vertueux, on est autour du sens et de la cohérence. Et du coup, ça, c'est de la régulation qui est identifiée. Le sens et la cohérence, c'est comprendre pourquoi on est là. Et également, il y a un peu un alignement avec vos valeurs, avec la mission et pourquoi vous êtes dans cet instant. Le Graal étant la notion de plaisir. Et là, c'est de la motivation intrinsèque. Donc là, vous allez avoir des personnes qui vont être carrément ambassadrices en fait, du moment que vous êtes en train de vivre, et ce sont des alliés. Ce qu'il faut retenir avec ça, c'est que si on parle de pérennité, venir taper et cibler à chaque fois uniquement sur le plaisir et on passe un bon moment, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça ne va pas être pérenne puisqu'il n'y aura pas le sens et la cohérence. Si par exemple aujourd'hui, vous démarrez toutes vos conférences avec une personne qui vous fait piocher des pop-corn et des questions, je pense qu'à 17h, ça va un peu vous saouler. Donc vraiment, c'est ça en fait qu'on veut dire derrière. Il y a ce besoin en fait de le faire de façon très graduelle. Et ça peut s'observer, la motivation. C'est difficile à mesurer, c'est hyper personnel, et puis on ne peut pas motiver les gens, c'est intrinsèque, mais ça peut s'observer et voir comment ça se mesure. Alors, la motivation, ça peut se voir quand on a des collaborateurs qui rentrent dans les ateliers en traînant littéralement des pieds, ou alors qui viennent avec leur ordi, alors qu'on n'a pas besoin des ordis, qu'ils le laissent ouvert alors qu'on est en train de faire un atelier. Bon, ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous montrer que la personne n'est pas motivée, qu'elle n'a sûrement pas compris le sens de l'atelier. Ça peut aussi s'observer par le non-verbal et puis par les réponses aux questions. Quand on demande est-ce que vous êtes prêt à démarrer, est-ce que vous avez compris ou est-ce que ça va Est-ce que ça va Ok. Je vous sens motivé. Alors on continue Du coup, pour continuer, donc là c'était une première exploration. Là, ce qu'on vient de se dire, c'est ok, la gamification y répond, si je résume. Par contre, pour la pérennité, il nous faut du sens et de la cohérence. Hyper résumé. Maintenant, ce qu'on vous propose, pour illustrer le propos, on vous a dit que ce serait immersif, c'est qu'on va faire une mise en pratique avec du coup une expérience que Camille a faite dans une de ses équipes. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue, donc vous faire un retour d'expérience. Alors, j'accompagnais une équipe qui avait des problèmes avec le daily. Ils n'ont plus envie de venir, clairement, ils ne s'écoutent plus, ils ne s'entendent pas, ils se racontent des choses qui ne les intéressent pas, il n'y a plus du tout de synchronisation dans cette instance, et puis ils n'ont plus envie de venir. Ouais, ils se demandent à quoi ça sert de prendre ces 15 minutes quotidiennes. Franchement, on serait mieux à faire autre chose. Ok, qu'à cela ne tienne. Posons-nous des questions. Alors, pour résoudre cette problématique de cette équipe que j'ai accompagnée, j'ai inventé quelque chose que j'ai appelé les délits rigolos. Alors, qu'est-ce que c'est un délit rigolo ? C'est un concept qui permet d'expérimenter des formats de délits différents. Par exemple, un des formats, là, le format que j'ai appelé « Pourquoi ?», c'est... Pour chaque sujet présenté par les équipiers, chacun doit ajouter à la fin de ce qu'il vient de dire pourquoi ça a été fait. L'intention, c'est de remettre de la valeur dans ce qu'on fait en explicitant et repartageant au groupe l'intérêt et la valeur ajoutée de la tâche en cours. Donc, j'ai constitué comme ça une quinzaine de formats de délits que je fais piocher à l'équipe une fois par semaine. De cette façon, ils vont pouvoir expérimenter quelque chose et puis se questionner sur ce que ça a apporté ce format. En effet, donc on fait 15 minutes de délit classique avec ce format, et après on se pose la question, qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça a fait de faire un format comme ça où on se disait qu'est-ce que j'ai ajouté en plus ? Non, pourquoi je fais ça ? Pour monter mon histoire, là, c'est pas un atelier, mais c'est un concept que j'ai développé pour cette équipe. Je me suis appuyée sur le ticket gagnant intention, mission, format. L'intention, c'est pourquoi je fais ça ? Quelle est mon intention ? Qu'est-ce que ça a comme intérêt ? La mission, ça va être comment je vais le faire, concrètement, quelle forme ça va prendre pour que je puisse le présenter. Et puis le format, c'est la forme que ça va prendre. Je sens que je m'embrouille, je relis mes notes pour vous donner exactement ce que c'est. Alors, donc, l'intention, c'est ce que je veux faire avec cet exercice, le sens de mon concept. La mission, c'est comment on va s'y prendre. Et le format, c'est la forme que ça va prendre. Pour les délits rigolos, mon intention, c'était ce que je veux faire avec cet exercice, ce que je veux atteindre. Donc, c'est questionner le sens du délit. Ma mission, c'est expérimenter et débriefer. Et puis, du coup, le format, c'est un format par semaine. Bon, pour mon histoire de délit rigolo, là, je vous propose qu'on le fasse ensemble pour que ça ait plus de sens pour vous. Alors, on va faire un caout. Est-ce que vous connaissez le caout ? Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas, même pour ceux qui connaissent, rendez-vous sur ce site avec votre smartphone, kahoot.it. Et puis, on va lancer un micro-quiz de 3 questions. L'idée, c'est de vous faire expérimenter ce que c'est les délits rigolos. Qu'est-ce que c'est ces différents formats que j'ai inventés. C'est bon pour kahoot.it ? Vous n'avez pas de réseau ? Ah, moi non plus. Yes. Allez. Hop, une seconde. T'as besoin d'aide, Camille ? Parce que je me suis mis en mode avion pour ne pas être dérangée sur mon téléphone, mais du coup... Bon, je vais expliquer le Kahoot, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas en attendant et comment ça va se dérouler le temps que Camille gère cette partie-là. En gros, vous allez avoir là des questions qui vont être posées pour tester le jeu du délit rigolo. Donc, en fait, vous allez avoir à chaque fois une intention qui va être écrite et vous allez avoir plusieurs propositions avec des petites formes et vous allez pouvoir choisir, du coup, quelle est la bonne réponse. Je donne un spoiler, il y a des cadeaux à gagner, donc soyez hyper concentrés. Donc là, on va vous mettre un petit code PIN à saisir. Je te redonne la main. 283 28 20, si vous rejoignez le Kahoot sur kahoot.it en simplement rentrant le code PIN. Alors, tout le monde ne peut pas jouer, c'est aussi la vie. Mais on va pouvoir démarrer avec ceux qui veulent. Il y a 3 questions, ça va aller hyper vite. Vous êtes prêts ? Personne n'est prêt, en fait. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, le format du délit rigolo, c'est les participants explicitent avant toute chose ce qui va les faire kiffer aujourd'hui. Donc c'est ça que je veux revenir chercher dans mon délit. Pourquoi vous vous êtes levé ce matin ? Pourquoi vous avez rejoint ? Pourquoi vous êtes venu au boulot ? À part pour les raisons qu'on connaît tous. Alors, est-ce que je pose cette question pour que les gens créent du lien entre eux ? Est-ce qu'on pose ces questions pour s'autoriser à ignorer les problèmes juste pour aujourd'hui ? Est-ce que l'intention, c'est de démarrer la journée en définissant ce qui va donner de l'énergie ou mettre en avant potentiellement qu'aujourd'hui, rien ne fait kiffer l'équipe ? Je vous laisse répondre. Alors, c'est l'ordre victorien qui gagne et la réponse à la question, c'était... Je suis désolée, j'ai voulu enlever, on va regarder. Alors, la bonne réponse, c'était de démarrer la journée en définissant ce qui va être positif et ce qui va donner de l'énergie aux individus. Alors, les autres réponses étaient bonnes aussi. En vrai, des fois, ça va permettre de se rendre compte que personne ne kiffe ce qu'il va faire aujourd'hui. Alors, ça révèle des problèmes et en fait, ça pose des questions. Et on va s'interroger, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Ok, tout le monde fait la gueule aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on en fait surtout ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? On passe à la deuxième question ? Ça va, vous avez compris le jeu ? Les règles, yes ? Ok, merci. Alors, les participants font leur délit classique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai comme problème ? Mais doivent reformuler ce qu'a dit l'équipier précédent. Est-ce que c'est pour maintenir le niveau d'attention et s'assurer que les infos ont été comprises ? Est-ce que c'est pour vérifier le niveau d'écoute des participants ? Est-ce que c'est pour forcer les gens à écouter ? Ou est-ce que c'est pour ancrer les informations grâce à la reformulation ? Du coup, les gens ont tiré la carte. Par exemple, aujourd'hui, ça aurait été ça le format. Et ils ont le format et l'intention qui leur est donnée. La bonne réponse, c'est de maintenir le niveau d'attention et s'assurer que les informations sont comprises. Du coup, encore une fois, tout est plus ou moins vrai. Ça sert à ancrer. Quand on reformule, ça veut dire qu'on a compris, en théorie. Vérifier le niveau d'écoute, c'est jamais top de vérifier en délit, en tout cas pas comme ça, je sais pas. Peut-être que c'est en fait. Forcer à écouter, en vrai, ça force les gens à écouter aussi. Si on sait qu'on va devoir le redire différemment, il faut bien se concentrer. Dernière question, et on a toujours l'ordre victorien qui est devant les autres. Ici, chaque participant va devoir faire le lien entre son travail, ce qu'il est en train de faire, et l'objectif du sprint en cours. À quoi ça sert ? À remettre le focus sur l'objectif de sprint, à mettre en lumière que l'équipe n'a pas d'objectif de sprint, identifier les personnes qui ne travaillent pas sur l'objectif de sprint, ou faire du reporting sur l'état d'avancement de l'objectif du sprint.
Donc pareil, c'est une carte qu'on tire au hasard comme ça, qui a un format et une intention, et puis on la lie à l'équipe. Et puis on fait l'exercice. Alors la bonne réponse, c'était de remettre le focus sur l'objectif de sprint, mais encore une fois, les autres réponses sont plus ou moins bonnes aussi. En vrai, si l'équipe n'a pas d'objectif, on peut se dire notons ensemble que l'équipe n'a pas d'objectif. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Ça, c'est propre au contexte. Je ne me permettrai pas de juger. Hop. Et du coup, qui remporte notre super quiz? Qui remporte un cadeau incroyable? On a un cadeau que pour le gagnant, qui est... Roulement de tambour. Lord Victorien, bravo! Bravo! Où es-tu? Qui es-tu? Je t'en prie, viens chercher ton cadeau. C'est Concerto qui t'offre ce cadeau. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Ok, bon, vous avez vécu l'expérience un peu avec moi. Je vous ai raconté mon histoire. Je vais vous expliquer comment ça s'est terminé, enfin en tout cas où ils en sont maintenant. On peut dire avec cette expérience que je me suis rapprochée de l'équilibre dont on parlait entre le spectacle et l'intention. Alors, si dans mon histoire là, de Délit Rigolo, j'avais été dans l'extrême spectacle, j'aurais pu dire aux personnes « Ok, vous vous ennuyez en délit? Ok, vous inquiétez pas, on va faire des jeux de société, on va chanter, vous allez faire votre délit en charade. » Bon, je suis pas sûre que ça les aurait permis de se synchroniser vraiment. Et puis surtout, j'aurais pas mis en place ce terrain fertile d'analyse des expériences. Je pense que ça n'aurait pas amélioré leur situation, ça n'aurait pas permis de comprendre ce que c'est le délit, à quoi c'est supposé servir, et de transformer pour le maîtriser. À l'opposé, si j'avais été dans l'extrême intention, alors j'aurais pas développé un jeu de cartes, j'aurais pas laissé la possibilité à l'équipe de faire les exercices en autonomie, puis j'aurais pu faire une conférence théorique sur l'importance du délit, pourquoi on fait un délit et pourquoi on le fait dans Scrum. Et c'est très important aussi de faire ça, sûrement. Mais encore une fois, j'aurais pas créé ce cadre propice au test, à l'expérimentation, parce que j'aurais sûrement pas eu d'engagement. J'ai pas inventé les cartes du délit rigolo parce que les gens s'ennuyaient. C'était pas ça. C'est pas ça que j'ai inventé. C'est pas pour ça que je l'ai inventé. L'intention, c'est jamais de rigoler pendant le délit. Enfin, si ça arrive, tant mieux, mais c'est jamais le but. Le but, c'était de questionner le cadre pour retrouver ensemble le sens du délit et oser expérimenter et tester. Alors, je sais que le titre des délits rigolos est confusant, mais c'est un piège pour embarquer les équipiers, et c'est souvent le premier feedback qu'on me fait, mais c'est pas du tout rigolo. Je sais, pas de problème. Alors, bon, une fois que mon délit est terminé, je vous ai parlé de cette partie de débrief. En fin de délit, il faut se questionner sur qu'est-ce que ça a apporté ce format. Alors, il y a les questions classiques, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience. J'essaie d'aller plus loin, donc j'ai constitué des cartes, cette fois qui sont roses, et qui composent le débrief du délit en question. Du coup, par exemple, pour l'objectif, à la fin du délit, pour le délit format objectif, je demande: est-ce que vous vous rappeliez de l'objectif avant qu'on le rappelle là? Voilà, j'essaie vraiment d'associer des questions à mon format pour aller un peu plus loin et pour vraiment qu'ils se questionnent sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont vécu. C'est un vrai truc, le questionnement et le débrief. Et j'ai l'impression que c'est même plus important que ce qu'on vit dans les ateliers ou ce qu'on vit dans les expériences. Et voilà, l'art du questionnement, c'est le fond et la forme des questions, et c'est ça qui compte. Voilà, on n'est pas là que pour rigoler, c'est ce que je disais, le délit ne sert pas juste à s'amuser, c'est pas pour ça que ça s'appelle les délits rigolos, c'est vraiment une façon d'embarquer les gens et d'utiliser les jeux de cartes pour les convaincre, pour créer de l'engagement, pour créer de la motivation, c'est ce qu'on disait. Maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'on a un petit peu exploré ensemble différentes pistes, gamification, la part l'art, où on va avoir un équilibre, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de travailler un peu sur le croisement de ça et de vous dévoiler un petit peu comment on peut mixer de façon très concrète le spectacle et l'intention. Donc, on va faire une partie un peu plus théorique, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une conception, il va toujours y avoir deux phases. Les deux phases qu'on va avoir, c'est la première phase classique qui va être la phase de divergence. Donc là, on est en observation, on se questionne et on est vraiment en ouverture parce que voilà, on ne sait pas forcément où on va, c'est vraiment le démarrage.
Et enfin, cette phase de convergence où là, on vient créer du lien entre les options, les avis, prioriser, et on se concentre sur un point. Les deux sont hyper communicantes et vont alterner à chaque fois. Et c'est vraiment un mode qu'on va retrouver et qui va étirer. Nous, ce qu'on vous propose, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, etc., c'est de se poser la question de, même si ça est plus utilisé dans des cadres de produits, de méthodologie UX, ce genre de choses, c'est finalement dans nos ateliers comment on les conçoit et est-ce que ça peut aussi avoir du sens. Quand on regarde, en fait, le design thinking, très rapidement, vous allez avoir plusieurs étapes. L'étape de découverte, où là, vous allez vous dire, OK, je connais mieux et je vais comprendre les problématiques et les cibler. Ensuite, vous venez définir cette problématique pour savoir ce sur quoi vous voulez vous concentrer à un instant T. On ouvre à nouveau avec de l'exploration, de l'expérimentation. Il y a des hypothèses, elles fonctionnent, elles ne fonctionnent pas, peu importe, on les teste. Et finalement, on décide sur un premier incrément. Encore une fois, ça va itérer et ça va communiquer entre les différentes parties. Ce qui est important de voir, c'est qu'à chaque fois, une ouverture amène à une première prise de décision, que ça continue ou que ça ne continue pas. Pour vous montrer comment c'est applicable à notre quotidien et à nos pratiques, on va reprendre l'exemple que Camille vous a présenté là, avec ses daily rigolos et on va regarder comment le flux finalement s'est déroulé. L'étape de découverte, elle vous en a parlé, elle n'est pas arrivée en disant « Mon Dieu, c'est une catastrophe, on va refaire tout le daily ». Non, elle a observé, elle a créé du lien avec l'équipe et elle s'est posé la question de comment mieux les aider. Ensuite, ensemble, avec l'équipe, ils se sont basés sur une problématique. Finalement, elle était très simple, cette problématique. Comment pourrions-nous, ensemble, redonner du sens au rituel de daily ? On vous l'a montré, il y a de nouveau eu une ouverture. 15 formats, je crois, qui sont disponibles là, dans ce jeu-là. Plein de formats, des débriefs. On expérimente, on teste. Il y a des formats qui ne seront jamais repris, qui ne serviront jamais, mais peu importe. Ils avaient une intention, on les a testés et on sait pourquoi on les élimine ou on sait aussi pourquoi on fait les choses. Finalement, à la fin de cette expérience-là qui a duré, on se dit, on décide quoi ? On continue ? Oui, non, comment ? Ce qui est super important de voir, c'est que ça peut redémarrer. Ici, dans ce cadre-là, en fait, Camille, elle a fait avec une équipe, ils se sont dit, très bien, on prend celui-ci, il nous convient. Le contexte peut changer, de nouvelles personnes peuvent arriver. Ce qui est important, c'est que la culture d'expérimentation qui a été mise dans l'équipe, c'est qu'elle va arriver à comprendre qu'il faut se reposer des questions derrière, et peut-être que ça changera. Et tant mieux, en fait. C'est vraiment un système qui est tout le temps en mouvance. Là, on vous l'a fait, du coup, pour un exemple. Maintenant, vu que c'était un peu en immersion, on voudrait vous partager comment nous, on a conçu en fait cette conférence et un peu vous donner les coulisses de notre création en reprenant ce flux-là. Donc finalement, on va parler de deux choses, comment nous l'avons conçu et qu'est-ce qu'on a voulu vous transmettre aussi aujourd'hui avec notre discours. La première étape, donc je reprends mes petits losanges, première étape de divergence qui était la découverte. Là, on vous a donné, nous, notre échange, enfin notre avis sur la facilitation spectacle. Nous, on s'est beaucoup questionné aussi, c'est quoi, pourquoi on appelle ça comme ça, quel contexte, qu'est-ce que vous mettez derrière également. Donc on a essayé de découvrir un petit peu tout ça. On a aussi, au-dessus de la théorie, on a mis du spectacle, puisque y a eu la musique, il y a eu les pop-corn. Enfin, voilà, on a essayé de créer du lien avec vous, de vous engager et de créer du lien, de l'engagement, de la motivation. Donc là, dans cette étape, on s'est dit, OK, ça a du sens de mixer les deux et de faire un équilibre, et ça fonctionnera. Ensuite, on a défini une problématique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre problématique du début, qui était de se dire comment on crée des ateliers engageants de façon pérenne. On aurait pu complètement choisir un autre axe. Bon, on a choisi celui-là et on vous l'a partagé. On s'est concentré sur un point qu'on est venu explorer ensemble. Il n'y avait pas de spectacle sur cette partie. On n'a pas ressenti le besoin de rediverger et de refaire du jeu et de l'effet paillettes. Ça, ce serait aller trop loin, en fait. Ça ne servait pas notre propos. Étape 3. Expérimentation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va explorer ensemble. C'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. Donc là, ça a été vraiment notre raisonnement. On a lu, on a regardé, est-ce que ça marche pas dans notre contexte ou pas ? Et c'est en posture hyper humble, en s'interrogeant et en se posant les questions. On vous a parlé aussi du coup de gamification et d'équilibre et on vous a fait tester un jeu. Oui, c'est ça. On a utilisé le Kahoot, donc qui est le truc de gamification par excellence qui est utilisé dans les entreprises. Je crois qu'il y en a un aujourd'hui aussi pour le Agile Touraine. On l'utilise pour la pédagogie. C'est vraiment un outil qui a fait ses preuves. Et puis aussi, on a essayé de vous embarquer dans faire de l'immersion. Je vous ai raconté mon histoire, j'ai essayé de vous expliquer ce que j'avais vécu, comment j'avais conçu mon truc, comment je m'étais dépatouillée avec tout ça. Ça, c'est des outils, pas de gamification, mais d'engagement, pour créer de la motivation.
Du coup, les mécanismes qu'on a mis en place, on a parlé de gamification au début. Là, ce qu'on a voulu tester, clairement, on vous a mis le profil de killer avec un système de classement, etc. Donc, c'est vraiment ce mécanisme qu'on a utilisé en toute conscience pour générer cet engagement-là. Et encore une fois, on l'a fait à cet endroit-là parce que ça servait notre propos. Enfin, dernière étape, donc là, on est en train de le vivre, donc c'est un peu particulier en termes de posture qu'on prend avec vous, c'est que nous, pour répondre à cette question et transmettre le message autour de nos interrogations, ce qu'on s'est dit, c'est que le format de la conférence, c'était un média qui fonctionnait bien. Pour la partie un peu plus paillette, on a quand même essayé de faire un travail et on voulait que ce soit en immersion. Du coup, on a des slides qui sont travaillés, qui sont de 2 tons, des slides comme ça théoriques et puis des slides de spectacle. On est la même tenue pour générer quelque chose. On a des jeux de cartes, on a des accessoires et tout ça, c'est pour créer un peu de langage du spectacle, quoi. C'est clairement, ça peut paraître superficiel, mais ça a un but et ça sert notre propos. On a l'impression, on espère. C'est l'idée en tout cas. Et encore une fois, c'était réfléchi avec un objectif derrière. Du coup, si on conclut, donc, on vous a parlé de design thinking, Camille vous a parlé aussi de ce 3 trio ticket gagnant, je crois qu'elle l'appelait, sur intention, mission et format. Du coup, là, aujourd'hui, ce qu'on a fait en termes d'intention, c'est qu'on voulait, nous, explorer ensemble. En termes de mission, on voulait le faire par du Rex, du partage, que ce soit vraiment basé sur du retour d'expérience un peu concrète. Et en termes de format, c'était cette conférence immersive. Vous voyez que ça repart de façon très discrète vers la suite. On l'a joué plusieurs fois, je pense que c'est la 3e fois qu'on la donne. Et en fait, elle a évolué à chaque fois, basée sur les étapes de feedback. Donc vraiment, on veut appliquer ces notions-là. Tu peux me passer la slide, s'il te plaît ? Pour revenir quand même du coup à nos 2 questions, ça va être très simple, la réponse qu'on va vous donner. Nous, la réponse aujourd'hui, en tout cas, là où on en est dans notre réflexion, peut-être que ça changera encore une fois, on pense, et c'est notre conviction, que pour créer des ateliers qui sont engageants, en fait, il n'y a pas de secret. On vous a parlé d'équilibre, on vous a parlé de plein de choses. Et là, je vais dire un truc qui est hyper bateau, mais qui est souvent vraiment très oublié, et on veut que vous repartiez avec ça. C'est qu'en fait, il faut tester et expérimenter. Si vous venez nous voir en disant « Ok, on va faire un équilibre, donc on va faire un 50-50, et on sait exactement comment on va répartir », ça ne va pas marcher à chaque fois, en fait. Ça va dépendre de vos équipes. Et du coup, au même stade qu'on se dit « Il faut venir comprendre notre cible, il faut savoir qui on a en face », c'est ça qu'on veut faire. Ça crée aussi des cadres, comme Camille l'a montré, où en fait, on ose tenter des choses, et c'est ça en fait qu'on veut transmettre nous dans notre facilitation. Donc testez plein de choses, il y en a plein qui ne marcheront pas, mais expérimentez et faites des débriefs. Justement, on va faire un débrief là. Alors, on pourrait faire un rôti pour aller plus loin là, donc sur une échelle de 1 à 5, comment vous noteriez le temps qui est investi ? En fait, on ne va pas faire ça parce qu'on veut aller plus loin, on veut vraiment vous faire vous questionner en vous posant 3 questions. Dans les faits, à quoi cette expérience qu'on vient de vivre ensemble, elle va vous servir ? Quel comportement de votre passé vous avez potentiellement remis en question ? Et dans quelle situation future vous allez pouvoir vous comporter différemment après ce qu'on vous a dit, après ce qu'on vous a livré ? Alors, ces questions, elles vont vous permettre, les réponses à vos questions, elles vont nous permettre d'itérer sur notre conférence. Est-ce qu'on tombe juste ? Est-ce que c'est bon ce qu'on dit ? On a vraiment besoin de savoir. Et du coup, ça va nous aider à développer la réflexion. Ça fait partie de notre conférence. C'est pas forcément évident de répondre à nos questions du tac au tac. C'est pourquoi elles sont là. Venez les piocher en sortant de la conf. Servez-vous et peut-être répondez-nous sur LinkedIn si vous avez une réponse à nous apporter. Ça nous sert. Du coup, n'hésitez pas à les piocher. Et puis, en attendant, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ouais. Nous, on a des questions pour vous, mais vous en avez peut-être aussi pour nous. Alors, s'il reste du temps, on peut prendre quelques minutes pour échanger. Ouais. Est-ce que vous avez des réactions ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et je peux remettre également, si vous voulez déjà nous partager ces points-là. On vous écoute. C'était bien. On n'a pas de retour. Enfin, moi, je voyais juste les personnes de devant. Merci. Bonjour. Oui. Bonjour. Déjà, je trouvais ça hyper intéressant de remettre en avant le fait que le délit, ça a un sens, plus que des règles, parce que souvent, on met toujours les règles en avant et pas le sens. J'imagine que ce n'est pas la première solution que vous avez trouvée. Vous avez probablement essayé d'autres choses avant. Et est-ce que ça a réussi ou est-ce que c'est des choses qui ont raté ?
Parce que moi, je pense que je vais avoir du mal à remettre ces choses-là en place pour mon équipe à moi. Mais du coup, ça serait dommage de tomber dans le biais de ceux que vous avez ratés aussi. Voilà. Alors, la première chose que j'ai fait quand j'ai vu que le délit était compliqué, j'ai essayé de comprendre ce qui était compliqué. J'ai posé des questions en individuel, en groupe, ça passait pas. J'ai une équipe qui a aussi des problèmes de communication entre elles, tu vois, des conflits cachés, etc. En revanche, pour les délits rigolos, comme on disait, il y a des formats qui sont complètement inutiles, qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'il y a un délit qui s'appelle le délit de chat, je leur demande de faire leur délit sur Slack avant que ça commence. Et après, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez vous dire, du coup, vu que vous avez échangé les infos par chat. Donc ça, c'est un format qui ne marche pas, par exemple. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'expérimenter et de voir qu'est-ce qu'ils en retirent. Du coup, je dirais qu'il n'y a pas de façon d'échouer pour remettre en question le délit rigolo tant qu'ils se questionnent. Si tu veux, je te montrerai mes formats après. Peut-être qu'il y en a que tu auras envie d'expérimenter et de retirer. Parce que c'est vraiment l'expérimentation qui va te permettre de répondre à ce genre de problématique. Après, j'ai fait aussi la technique de je vais vous réexpliquer ce que c'est le délit, je vais essayer de vous questionner, etc. Mais là, eux, ils avaient besoin de faire, en fait. D'accord. Ça va ? Oui. Et Okay. le timeboxing n'est pas trop compliqué sur ce genre d'exercice ? Ouais, du coup, c'est 15 minutes de délit et je leur demande 15 minutes derrière. C'est obligatoire, sinon ça marche. Si on débriefe pas, ça marche pas. Ça, je l'ai fait. J'ai fait sans débrief et en fait, ils aimaient bien, mais je perdais l'intérêt. Alors oui, j'ai oublié de conclure mon Rex en vous expliquant ce qu'ils ont fini par faire. Alors, ils ont gardé les cartes et ils continuent une fois par semaine à faire un délit rigolo. Pourquoi ? Parce que ça les sort de la routine, ça leur fait un truc différent. Le jeudi, c'est délit rigolo. Il y a un responsable des cartes, ça crée du lien. Très bien, si ça sert à ça aussi, c'est très bien. En dehors de ça, ils sont aussi quand même, une fois par semaine, garder le délit qui s'appelle tirer à droite. Le format, c'est on prend ticket par ticket et puis on se dit, OK, qu'est-ce qui lui manque pour être tiré à droite, c'est-à-dire pour passer dans la colonne d'après. Et puis l'intention, c'est de se focaliser sur qu'est-ce qui manque à un ticket pour être terminé. Et ça, ils l'ont gardé. Donc c'est super. Pour moi, c'est banco, quoi. Ça veut dire qu'ils ont compris et j'espère, je ne les accompagne plus aujourd'hui, mais j'espère qu'ils continuent de se questionner sur l'intérêt que ça a. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Elles seront sur le stand de Concerto. N'hésitez pas à venir les consulter. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul jeu, mais je les montre avec plaisir. J'adore ce que j'ai fait sur ça. Je trouve que ça marche et je suis contente. Et je suis hyper curieuse des retours que vous pouvez avoir. Ça me fait penser que du coup, comme je vous ai dit, je travaille sur les questions des débriefs. Donc chaque débrief est associé à une autre question qui est celle de débriefer. Et je me questionne aussi là-dessus. Donc vraiment, c'est collaboratif, quoi. Moi, j'ai une question, parce que nous, les délits, ça va, il y avait d'autres points qu'on peut améliorer. Est-ce que vous avez gamifié autre chose dans... Les rétros ? Ouais, les rétros, on a un petit exemple. Alors, les rétros, on a eu le même problème. Je pense qu'on a des... je crois que... Alors, les rétros. C'est pas vraiment de la gamification, du coup, pour le coup, mais c'est un peu le même principe de se dire, est-ce qu'on fait que du... Qui avait posé la question ? Pardon, voilà, je te regardais pas, excuse-moi. Du coup, voilà, on pose toujours des questions. En fait, en gros, ce qu'on s'est dit, on a repris le concept là, de l'intention et du format. Et du coup, avec Camille, on a fait un travail, justement, pour l'autonomie, où on s'est posé la question, en fait, des types de formats qui existent dans les rétros. Et en fait, on part de ce principe-là. Donc, par exemple, est-ce que c'est du regain d'énergie ? Est-ce que c'est plus classique quand c'est un peu du format un peu standard ? Est-ce qu'on veut prendre de la hauteur ? Est-ce que c'est de la timeline et autres ? Et basé sur ça, on est venu rajouter ensuite la couche de gamification. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt retravaillé la notion de on met le bloc et ensuite on vient mettre le mécanisme. Dans les mécanismes qui sont utilisés, tu vois, là, typiquement sur la rétro de Noël qu'on a présentée, en fait, c'est parce que le mécanisme ne fonctionnait pas. Le fait d'utiliser des rôles, généralement, ça marche bien quand les gens ne se disent pas trop les choses. Le fait de les projeter, tu vois, d'en dire, tu dois absolument dire que ce qui ne marche pas et autres, ça les débloque. Donc, c'est des petits exemples qui peuvent exister. Ici, il y a une erreur dans cette slide. En fait, mais c'est parce que notre réflexion a évolué. C'est pas OK. C'est que ces formats, c'est pas des formats, c'est des intentions, ça. Se focaliser sur la période donnée, c'est vraiment de l'intention. C'est pas comment concrètement ça va être fait, ni avec quel thème, c'est de l'intention. Mais ça prouve bien que notre réflexion a évolué, c'est cool. Ça, on s'en sert plus aujourd'hui, mais ouais, c'est marrant de voir ça. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà eu
au sein de différentes équipes, une partie d'équipes qui aimait bien la gamification et une partie des gens qui ne l'aimaient pas du tout. Moi, je suis confrontée à ça sur une équipe, à tel point qu'aujourd'hui, on a un peu laissé tomber ça parce qu'il y avait un peu deux clivages et je n'arrivais pas à trouver le bon équilibre là-dessus. Alors moi j'ai eu une expérience comme ça et si une personne ne veut pas se prêter au jeu, et donc, littéralement, je pense que c'est parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on fait ça. Là aujourd'hui on a utilisé en partant du principe que vous alliez jouer le jeu, mais on vous a pas expliqué, on l'a expliqué après. Par exemple, un truc qu'on n'a pas dit, c'est les pop-corn. Spoiler, c'était la même question sur les 3. Voilà, ouais, c'était les mêmes. Bon. C'était juste pour vous engager, c'était juste pour faire un truc. Du coup, si on explique, en théorie, on convainc. Je pense que c'est ça qui manque. Souvent, quand quelqu'un ne veut pas jouer ou ne veut pas se prêter au jeu, c'est qu'il y a un truc qui est coincé et il faut juste le trouver et essayer de comprendre. Après, faire un compromis. Et une des solutions, c'est la co-conception. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais, tu as plein de pistes à la co-conception, le fait de les engager. Tu peux aussi changer la posture du participant, de la participante. Tu vois, par exemple, la mettre plus en écoute, ou lui faire un retour, l'engager dans la facilitation en déléguant des parties. Enfin, tu as plein de pistes. Et je complète juste ce que disait Camille. Moi, en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi, c'est de créer un lien de confiance avec les équipes. C'est pour ça que j'insistais à mort tout à l'heure sur faut cibler, faut comprendre, faut connaître, faut observer et pas arriver avec juste l'exercice en face. C'est pas forcément la bonne réponse, mais c'est peut-être des choses que tu peux aussi explorer pour prendre le temps que ça fonctionne. Je crois aussi que si tu explicites l'intention de ton point et que tu expliques que tu as choisi de gamifier, c'est le format que tu as choisi, mais que l'intention reste la même, peu importe le chemin que tu empruntes, peut-être que tu arriveras à expliquer. Et puis, si tu as une meilleure idée de format, je t'en prie, tu peux lui dire ça. Mais c'est engagé quoi, avec toi. Il y a d'autres questions? C'est tout bon? N'hésitez pas à venir piocher du coup des petites questions pour essayer de voir si ça vous parle plus tard et à nous répondre si vous avez envie. Merci beaucoup, c'était très cool. Merci. Merci.